hours later. Hello tout le monde, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Alors comme vous l'avez vu hier, j'ai pas fait grand chose. En fait j'ai bossé, le dimanche c'est vraiment le jour où je travaille presque le plus. Je fais beaucoup de programmation, des check-in clients, je filme de temps en temps, bien j'édite les vidéos etc. Et je prépare aussi ma semaine. Donc hier j'ai bossé toute la matinée jusqu'à je sais pas 3-4 heures d'après-midi. Ensuite je suis allée me poser quand même un petit peu au soleil. Donc les dimanches c'est aussi un jour de repos pour moi, donc je ne m'entraîne pas. Ce qui veut aussi dire moins de calories hein. Donc ça c'est chiant parce que quand je suis chez moi toute la journée j'ai vraiment envie de manger, donc c'est encore plus difficile que quand je suis occupée en fait, mais bref. Sinon ce matin j'ai fait le check-in avec mon coach et j'ai directement filmé un physique update. Je vais juste vous l'insérer maintenant. Hier c'était la fin de ma 6e semaine de sèche, donc là aujourd'hui j'entame ma 7e semaine de sèche. Donc là je pèse 61,9 ce matin malgré le changement dans les macros la semaine passée. Donc la semaine passée mon coach m'a diminué les macros de 200 calories et m'a augmenter le cardio, donc j'ai fait ça toute la semaine passée et malgré ça mon poids reste le même. Mais voilà, physiquement il me semble que je progresse quand même un petit peu. Et puis je pense aussi que le poids sur la balance stagne parce que j'ai à nouveau mes règles. Je pense que ça vous intéresse pas beaucoup, mais si vous êtes une femme vous savez à quel point le cycle influe sur le poids. En fait c'est très bizarre, mon cycle habituellement est très régulier. Et puis là, donc la dernière fois que je les ai eu c'était il y a 2 semaines et elles ont duré 2 jours et là je les ai à nouveau 2 semaines plus tard. Donc c'est assez bizarre et c'est pas très habituel chez moi. Après quand on est en sèche c'est assez normal de voir des changements dans le cycle, quand on mange pas assez, quand on s'entraîne beaucoup etc. Certaines femmes n'ont plus du tout leurs règles pendant un moment, d'autres les ont vraiment tout le long, donc ça dépend vraiment des gens, mais ce n'est pas inhabituel. Après il faut pas que ça dure trop longtemps dans le sens que dès que mon concours est fini je vais augmenter les calories et là il faut vraiment qu'après quelques mois le cycle se régularise à nouveau. Donc voilà, des nouvelles. Sinon là je vais vite aller manger quelque chose, ensuite je vais filmer ma vidéo GAPS et dès que j'ai fini cette vidéo je vais aller à la salle. Aujourd'hui je commence officiellement mon nouveau programme. Donc la semaine passée je l'avais déjà commencé mais en semaine de déload, donc les charges ou les répétitions étaient diminuées et puis là je commence vraiment avec les charges et les répétitions normales de nouveau pour 8 semaines. Donc dans 8 semaines je vais à nouveau tester mes max, on verra si j'aurai gagné en force ou non. Honnêtement dans 2 mois je pense que j'aurai perdu pas mal de poids, donc j'imagine que non, mais on verra. Alors je vais juste me faire un petit déj. Donc là j'ai du yaourt de soja. En fait j'ai enfin trouvé du yaourt de soja nature sans sucre. Donc c'est celui de chez Alpro. Et honnêtement il est super bon. Les macros, donc 2,3 de lipides, 0 glucides et 4 grammes de protéines. Donc c'est bien parce qu'il y a beaucoup de protéines et aucun glucide. Ensuite dessus j'ai mis du muesli low carb de chez Nutri. Et je vais juste montrer les macros en fait. Au 100 g on a 15 g de lipides, 14 g de glucides et 40 g de protéines. Et en fait la version tropicale c'est la seule qui ne contient pas de gluten. Il y a 2 autres sortes, je sais plus exactement à quoi. Dessus j'ai encore mis donc des myrtilles et puis des fraises. Les fraises de la terrasse à ma maman. Et j'ai aussi mis des amandes. Un petit déj assez riche en protéines, pas mal de glucides aussi par rapport à mes apports total sur la journée. Et puis avant d'aller m'entraîner je vais encore manger une banane. Donc alors je viens juste d'arriver à la salle. Aujourd'hui j'ai les jambes en force, donc c'est la première semaine de mon tout nouveau programme d'entraînement. Et je commence avec des squats en 4x8 à 72,5. Ensuite j'ai des deadlifts aussi en 4x8 à 82,5. Ensuite les hip thrusts 4x8 à 115. Ensuite j'ai encore leg press, Bulgarian split squat, leg curl et cable kickbacks. Le kickback je déteste ça. Mais voilà. On essaye d'avoir une bonne séance. Je vais juste prendre mon pré-workout. Je prends toujours mon pré-workout presque le lundi quand j'ai les jambes en force. Alors je vous fais enfin la vidéo sur le régime GAPS que je suis en train de suivre et sur mes problèmes de digestion. Je fais cette vidéo parce que lorsque j'en ai parlé sur Instagram, vous avez été très nombreux à me dire que vous aussi vous aviez des problèmes de digestion, que vous souffriez aussi depuis longtemps, que vous saviez pas trop quoi faire. Et puis je fais aussi cette vidéo parce que vous voyez que je mange très peu de glucides, donc je vais aussi expliquer pourquoi. Si jamais j'ai pris des notes, donc si je regarde en bas c'est que je regarde mon attel et puis les notes que j'avais prises. Donc avant tout, de quoi est-ce que je souffre? Donc ça fait depuis de nombreuses années, je dirais environ 7 ans en tout cas, que j'ai des problèmes de digestion, c'est-à-dire que j'ai principalement des ballonnements, mais des ballonnements vraiment assez extrêmes. On dirait que je suis enceinte de je sais pas 6 à 8 mois. C'est vraiment des ballonnements très forts et surtout
très inconfortable, j'ai mal au ventre, je suis vraiment pas bien en fait. Et d'autant plus que c'est très fréquent, c'est-à-dire que à un moment, notamment quand je travaillais dans un bureau ou quand j'étais à l'école, tous les après-midi j'avais mal au ventre. Donc ça m'arrivait vraiment tous les après-midi. Donc en fait le matin ça allait, mais c'était plutôt l'après-midi parce que je mangeais quelque chose. Donc je mangeais mon repas de midi et ensuite je restais assise 3, 4 ou 5 heures. Et puis c'est à partir de, je sais pas, le milieu de l'après-midi que je commençais d'avoir ces ballonnements qui venaient. Ça m'arrive aussi de temps en temps durant mes entraînements, donc ça c'est vraiment super chiant parce que je le sens arriver en fait et c'est très soudain, c'est-à-dire que vraiment je sens un peu une gêne, je me dis ah j'aurais mal au ventre et puis 5 minutes après j'ai le ventre qui a triplé de volume. Je sais aussi que quand je vais au restaurant et qu'on reste assis 2 heures, 3 heures après avoir mangé, j'aurai mal au ventre. Je le sais en fait presque d'avance et à chaque fois ça m'arrive. Par contre si on mange juste un petit truc, le temps de manger, ensuite on se lève et puis on part, là il n'y a aucun souci. Donc en général c'est vraiment toujours quand je mange et que je reste assise pendant longtemps. Ou si j'ai des choses très serrées qui me serrent autour du buste ou autour du ventre, notamment les soutiens-gorge, honnêtement... Si je sais que je vais au restaurant, j'essaye de pas en mettre parce que ça me fait une pression et je sais que j'aurai mal au ventre à cause de ça. Ou alors les jeans, même s'ils sont pas forcément très serrés ou même s'ils sont stretch, hein, je veux dire, c'est du moment où j'ai quelque chose autour du ventre, je sais que j'aurai mal au ventre. Qu'est-ce que j'ai fait par rapport à ça? Donc tout d'abord j'étais allée voir mon médecin, donc il y a environ 6 ans, hein, et puis on avait fait des tests, il m'avait contrôlé tous les organes, etc. Il m'avait dit que j'avais rien. Je me suis dit bon ok, je vais voir un peu de mon côté. Donc je suis allée voir un acupuncteur qui m'a, je suis allée plusieurs séances, hein, il m'a mis des aiguilles, ça a rien changé. Je suis allée voir des ostéopathes, je suis allée voir des naturopathes. Tous les tests que je faisais étaient négatifs, tous les remèdes qu'ils me donnaient ne marchaient pas. Et on me disait toujours que c'était surtout le stress. Sauf qu'en 7 ans, j'ai passé beaucoup de périodes de ma vie différentes et j'étais pas tout le temps stressée. Je veux dire, quand ça a commencé, j'avais mes examens d'école de com pas très longtemps après, mais honnêtement ça me stressait même pas. Et puis j'ai eu d'autres périodes très stressantes où au contraire j'avais pas forcément tellement mal au ventre à ce moment là. Donc vraiment, quand on me dit c'est le stress, j'y crois pas, personnellement, mais bref. Sinon j'ai essayé aussi de me traiter par moi-même, j'ai mangé sans gluten pendant 3 ans parce que là ça a empiré la chose. Dès que je mangeais du gluten j'avais vraiment directement mal au ventre. Je faisais des tests tous les temps de temps, par exemple après 6 mois vraiment sans manger de gluten, j'avais essayé de manger un bol de céréales, j'avais eu mal au ventre mais pas pouvoir. Et puis il y a environ 1 année et demie je crois, j'avais mangé du gluten sans faire exprès, que j'avais remarqué plus tard et j'avais pas eu mal au ventre. Et puis depuis j'en remange, je peux en remanger sans avoir plus mal au ventre qu'habituellement disons. J'ai aussi été vegan plusieurs mois, j'ai essayé plein de remèdes de grand-mère, j'ai essayé fleur de bar, j'ai essayé les sels de Schussler, j'ai essayé le charbon activé, j'ai essayé toutes les tisanes possibles, le vinaigre de cidre, le bicarbonate de soude, j'ai essayé des médicaments à la pharmacie qu'on m'a donné. Vraiment j'ai essayé mais tout et n'importe quoi. Et honnêtement rien ne marchait. La seule chose qui faisait passer ces ballonnements c'était juste en fait me coucher et rester tranquille sur mon canapé pendant je sais pas 1, 2, 3 heures. Ou simplement aller dormir en fait le soir et puis le lendemain ça allait mieux. Et cet hiver en fait je suis aussi allée voir un guérisseur yogi. En fait il te met un casque sur la tête, enfin des écouteurs. Et puis soi-disant ça scanne tout le corps et ça te dit où t'as des soucis, etc. Alors honnêtement on y croit ou on n'y croit pas, mais il m'a dit que j'avais des vers et le candida albicans. Donc ça pour moi c'était déjà une première piste et à partir de là j'ai fait beaucoup de recherches sur internet et j'ai découvert des choses vraiment super intéressantes. Je suis aussi en train de lire le livre qui est là-bas. Donc c'est l'incroyable pouvoir de votre microbiote de Justin et Erika Sonnenburg. Et honnêtement il est vraiment génial. Je l'ai pas encore tout à fait fini honnêtement, mais si le sujet vous intéresse franchement vous pouvez vraiment vous le procurer. Je le trouve vraiment super bien. Donc une chose avant de continuer, je veux juste vous dire que je ne suis absolument pas médecin. Je m'y connais pas énormément sur le sujet, ça fait pas très longtemps que je m'informe sur tout ça. Donc je vais essayer de vous expliquer ou le mieux possible ce que j'ai découvert avec mes propres mots. Donc n'hésitez pas vraiment à me corriger si c'est nécessaire dans les commentaires ou à ajouter peut-être des connaissances que vous avez en plus sur tout ça. Voilà, je suis pas médecin en gros. Par rapport aux recherches que j'ai fait, je pense que j'ai une
prolifération bactérielle intestinale. En anglais ça s'appelle le SIBO, Small Intestinal Bacterial Overgrowth, c'est-à-dire que certaines bactéries se prolifèrent de façon excessive dans le petit intestin, notamment des bactéries qui sont habituellement dans le côlon qui peuvent remonter dans l'intestin. Ça a pour conséquence de déséquilibrer l'équilibre. Déséquilibrer l'équilibre, ouais. En gros, il y a un déséquilibre du microbiote, donc le microbiote c'est la flore intestinale, hein, et il y a donc trop de mauvaises bactéries par rapport aux bonnes bactéries, ou disons trop de bactéries qui ne devraient pas être là en fait. Et ce déséquilibre donc, du microbiote s'appelle une dysbiose. Si jamais vous voulez faire des recherches comme ça, vous avez au moins les bons mots. Ça a pour conséquence de nombreux problèmes, notamment bon, les problèmes digestifs forcément, mais ça peut aussi avoir comme conséquence de la fatigue, ça peut vraiment énormément jouer sur l'humeur. D'ailleurs ça peut être une cause de dépression. Ça peut aussi provoquer des maladies auto-immunes. Les maladies auto-immunes c'est simplement que votre système immunitaire se bat contre les bactéries qu'il pense être pathogènes, alors qu'en fait c'est des agents dont votre corps a besoin. Donc votre corps en fait se protège, votre système immunitaire se protège contre des choses dont il n'a pas besoin. Et ça c'est ça en fait une maladie auto-immune. Ça peut aussi provoquer des allergies ou d'autres maladies comme par exemple la maladie de Crohn. Et finalement, encore une autre conséquence, ça peut faire que les parois intestinales, donc la paroi de vos intestins, devient perméable. C'est-à-dire que le passage des nutriments dans le sang ne se fait pas correctement et donc certains nutriments qui devraient ne pas passer dans le sang y vont et certains nutriments qui devraient justement aller dans le sang n'y vont pas. Donc voilà, il y a un problème de passage des nutriments dû à cette perméabilité des intestins. Donc voilà, ça c'est principalement toutes les choses que j'ai découvertes. Un peu résumé hein, mais vraiment faites vos recherches de vos côtés, je vous encourage vraiment à chercher. Donc voilà, ça m'aide vraiment à connaître un petit peu les causes, mais ça me dit pas quoi faire. Après honnêtement je sais pas tout à fait si j'ai vraiment ce SIBO ou si j'ai plutôt le syndrome de l'intestin irritable ou si j'ai seulement le candida albicans, je ne sais pas exactement puisque je ne peux pas forcément m'auto-diagnostiquer, mais en même temps même les médecins ont énormément de peine à diagnostiquer ce type de problème. Je suis même allée chez mon médecin donc il y a 1 mois et demi je crois, 2 mois, pour faire j'ai demandé à faire des analyses de sel et ce ne sont pas des bonnes analyses pour découvrir ça. Donc même là les tests se sont révélés négatifs et même mon médecin me disait oui on a un peu de retard par rapport à ça. Donc la recherche est vraiment en cours et c'est vraiment maintenant qu'on commence de découvrir plein de choses sur le système digestif. Donc la recherche n'est pas encore très avancée. Tous ces syndromes sont très difficiles à identifier. Ah oui, je voulais aussi vous dire, pendant 1 mois j'ai tenu un journal. Donc c'est un journal alimentaire, je notais vraiment tout parce qu'en fait j'avais prévu d'aller voir quelqu'un, je savais pas encore qui à l'époque, mais je me suis dit si je vais voir une nutritionniste ou quelque chose comme ça peut être vraiment super nécessaire, enfin super utile pour lui de voir ça. Donc dedans je notais l'état de ma digestion pour ce jour-là, l'état de mes selles. C'est super important en fait. Où j'en étais dans mon cycle menstruel, quels entraînements j'avais fait, quels compléments alimentaires j'avais pris, les macros pour ma journée, si je mangeais plus de glucides, protéines, lipides. Combien de fibres aussi, ça c'est super important. Je notais aussi mon humeur parce que voilà, je voulais voir s'il y avait une corrélation entre l'état de ma digestion et mon humeur. Et puis j'ai encore mis une section notes pour noter un petit peu si jamais j'avais des choses à dire. Et puis donc ça c'est la page de gauche. Et puis sur la page de droite je mettais la date du jour, à quelle heure je m'étais levée, à quelle heure je m'étais couchée, tous les repas avec les portions et puis les boissons, combien j'avais bu sur la journée. Donc ça c'était la page de droite. Donc voilà, j'ai tenu ce carnet pendant environ, je pense, 1 mois, sans rien changer à mon alimentation, pour essayer d'observer en fait s'il y avait des corrélations avec mes problèmes digestifs. Voilà, après toutes mes recherches, je me suis dit ok, c'est bien beau de savoir tout ça, mais maintenant qu'est-ce que je fais concrètement pour améliorer ma situation? Et je voulais pas le faire toute seule, donc j'ai contacté une nutritionniste, Sofia Albero, qui m'a fait découvrir le régime GAPS. Donc je suis allée chez elle avec mon petit carnet, je lui ai montré etc. Et puis elle m'a parlé du régime GAPS. Donc GAPS ça veut dire Gut and Psychology Syndrome. C'est un protocole nutritionnel pour restaurer la paroi intestinale lorsqu'elle est devenue perméable justement. Donc vraiment quand je suis ce régime GAPS en fait c'est pour réparer la paroi de mes intestins. Donc je vais vous dire ce qu'elle m'a conseillé de faire et honnêtement ce que j'ai immédiatement mis en place. Je pense que 2 jours plus tard c'était radical, j'ai vraiment directement tout mis en place ce qu'elle m'avait dit. Donc la première chose c'est vraiment de supprimer tous les sucres, y compris les fruits, en tout cas au début. Donc j'ai banni toutes les céréales, donc le riz, le quinoa, l'épeautre, tout ça, les pâtes, le pain, les légumineuses et aussi les légumes riches en amidon, donc comme les pommes de terre, les patates douces et bien sûr les fruits et les sucres raffinés. J'ai plus de batterie, il faut que je change.
Donc elle m'a aussi conseillé d'éviter le café, en tout cas au début, les boissons gazeuses et puis le soja. En fait le soja on ne sait pas vraiment si c'est bon ou non, mais dans le doute on l'évite quand même. La seule exception c'est le soja lacto-fermenté parce qu'il est fermenté justement, donc ça on peut. Donc en gros on évite vraiment toutes les levures et tout ce qui risque de fermenter dans l'estomac. Donc à ce moment là mon alimentation c'était plus que des légumes frais et fermentés, du bouillon d'os, je vais vous expliquer après pourquoi, de la viande, du poisson, donc du soja lacto-fermenté, des noix, des graines et puis des produits laitiers fermentés. Donc à ce moment là je mangeais environ 60, parce que je comptais mes macros hein, quand même. Donc à ce moment là je mangeais entre 60 et 70 grammes de glucides par jour qui provenaient justement des légumes et des produits laitiers. Et honnêtement idéalement j'aurais voulu continuer un petit moment, mais donc ça je l'ai fait quoi 3-4 semaines, je pense vraiment 100% GAPS. Et entre temps j'ai commencé ma préparation avec mon coach, donc je lui avais expliqué mon souci etc, et il m'a baissé les glucides le plus possible, mais j'avais quand même entre 100 et 150 grammes de glucides par jour. Et puis comme je vous dis, quand je faisais le régime GAPS vraiment à 100%, j'arrivais à 60 maximum 70 grammes par jour de glucides. Donc j'ai demandé à ma nutritionniste qu'est-ce que je pouvais réintroduire en premier, et elle m'a donc conseillé de réintroduire les fruits rouges, les bananes mûres, l'ananas et le miel en petite quantité. Donc ça c'est les premières choses que j'ai réintroduites et c'est les choses que je mange toujours encore aujourd'hui. Donc voilà, la première chose c'est vraiment de supprimer tout ça, et je vais juste vous expliquer pourquoi. C'est qu'en fait les mauvaises bactéries disons se nourrissent de sucre. Donc plus on leur donne à manger, plus elles se prolifèrent, plus elles sont contentes, plus elles vivent. Sauf que comme j'ai trop de mauvaises bactéries, le but c'est maintenant un petit peu de les tuer. Donc si on ne leur donne plus à manger, elles vont s'affamer. Et puis là comme vous voyez j'ai réintroduit des sucres vraiment assez rapides pour que les bactéries n'aient pas le temps en fait de se nourrir. Mon corps va vraiment les assimiler assez rapidement. Donc le but c'est vraiment d'affamer disons ces mauvaises bactéries. Et puis aussi éviter tous les aliments justement qui vont fermenter dans le système digestif, parce que c'est ça qui fait en fait, c'est la fermentation dans l'estomac qui fait qu'on a des ballonnements etc. Donc voilà, la première chose c'est vraiment de supprimer tous les sucres, seulement ça va pas suffire. En parallèle, il faut aussi apporter de bonnes bactéries pour justement recréer la paroi intestinale. Donc en parallèle de supprimer les sucres, il faut aussi consommer certains aliments. Donc la première chose, c'est consommer du bouillon d'os. Donc là j'en ai fait hier. Donc ça c'est des bouillons d'os que j'ai fait moi-même. Je l'ai fait hier soir et je vous ai filmé la recette, donc je vais vous l'intégrer juste maintenant, comme ça vous savez comment le faire. Alors là je commence de faire un bouillon, donc j'ai des ailes de poulet et du cou de porc. En fait plus la viande est grasse et plus il y a d'os, mieux c'est. Là j'attends juste que Luca ramène des os à moelle, ça c'est vraiment super bien aussi. Et sinon j'ai mis des carottes et des oignons. Et puis des épices, il y a du curry, du curcuma, du paprika, du cumin, de la cannelle, du gingembre moulu. Sinon il y a aussi des herbes, basilic, thym et origan. Et puis là en fait je vais simplement recouvrir le tout d'eau. J'attends juste que les os à moelle arrivent parce qu'il faut faire partir le bouillon à froid. Donc le couvrir tout d'eau froide et puis ensuite porter à ébullition, mettre le couvercle par dessus et puis on laisse mijoter entre 6 à 20 heures environ. C'est ce qui va vraiment permettre d'extraire tout le collagène, toute la glutamine etc des os qui vont rester dans le bouillon. J'ai oublié de dire aussi, il faut rajouter un petit peu de vinaigre de cidre, ça va permettre aussi de mieux extraire les minéraux des os. Et puis voilà, après 20 heures je filtre, donc je retire tous les morceaux solides. Donc les légumes et la viande on peut la manger hein. Et puis ensuite je mets simplement dans des bouteilles en verre comme ça. Donc en général ça me fait 3 ou 4 bouteilles pour la casserole. Et je les conserve au congélateur, donc j'en mets une au frigo pour la semaine et les 2 ou 3 autres je les mets au congélateur, comme ça j'en ai pour un bon moment. Et en fait ce bouillon d'os il faut vraiment en boire le plus possible. Bon honnêtement pour pas devoir en faire tous les 2 jours, je bois en moyenne un bol par soir, mais on a plus de bénéfices à en boire plus, puisqu'en fait le bouillon d'os dans les os il y a énormément de collagène, de glutamine et de protéines. Et ça va vraiment aider à réparer justement la paroi des intestins. Ensuite il faut aussi consommer des aliments, des légumes fermentés, comme par exemple la choucroute ou le kimchi. Donc ça moi honnêtement j'achète de la choucroute déjà faite. On peut aussi faire fermenter ses propres légumes soi-même. La troisième chose c'est boire du kéfir. Donc ça aussi j'en ai fait hier soir. Non j'en ai pas fait hier soir, je l'ai fait avant-hier, mais enfin bref. Il est bientôt prêt là. Et ça aussi je l'ai filmé hier soir par contre. Donc ça aussi je vais vous l'intégrer juste maintenant. Donc les graines de kéfir ça ressemble à ça. Je vais vous montrer comme ça. Donc c'est simplement des petites graines comme ça toutes gluantes. Et donc avec ça on fait du kéfir de fruits. Donc c'est les 2 bouteilles que j'ai ici. Celles-là elles sont en train de fermenter. Donc là dedans j'ai simplement mis 3 à 4 cuillères à café de graines de kéfir.
2 dattes, un quart de citron ou un demi citron et puis 2 cuillères à soupe de sucre de canne. Donc je prends simplement celui-là. Et ensuite, voilà, je mets le couvercle, je les mets à l'abri de la lumière. Donc moi, je les mets simplement dans un placard. Et puis, on laisse fermenter pendant 24 heures. On sait qu'il est prêt quand les dattes qui sont là au fond remontent à la surface. Donc celui-là, je l'ai fait hier soir, donc il sera bon, je pense, demain matin ou demain soir. Une fois que les dattes flottent, on peut simplement filtrer, donc on enlève le citron, on enlève les dattes, on enlève les graines et puis on remet dans la bouteille et on peut encore laisser fermenter à nouveau 24 heures. Ça va donner une boisson un peu gazeuse et en fait ces grains de kéfir vont se nourrir du sucre, donc se nourrir du sucre de canne, se nourrir du sucre des dattes. En fait à chaque fois que vous faites du kéfir vous avez toujours plus de grains. Donc à la base j'avais un petit pot comme ça. Et puis il n'y a pas longtemps j'avais 4 ou 5 bocaux remplis. Donc vraiment à chaque fois que vous en faites vous en avez plus, vous en récupérez. Et ça fait que dans la boisson finale, il n'y a pas de sucre. Avec la fermentation, ça contient un petit peu d'alcool, mais honnêtement, il y a 1 ou 2% grand maximum. Donc, il n'y a aucune calorie. Après la deuxième fermentation, vous pouvez les garder au frigo. Les grains de kéfir se conservent dans un petit bocal comme ça. Vous mettez 1 ou 2 cuillères à soupe de sucre de canne pour pas qu'ils meurent. Et puis ça se garde au frigo. Toutes les temps de semaine, vous pouvez changer l'eau puis rajouter un petit peu de sucre. Pour information, les grains de kéfir, ça ne s'achète pas. En fait, vu qu'elles se multiplient à chaque fois qu'on fait du kéfir, c'est quelque chose qu'on se donne de personne en personne. C'est pas quelque chose qu'on trouve dans le commerce. Donc si vous voulez vous en procurer, il y a des groupes Facebook par exemple où vous cherchez kéfir et puis le nom de votre ville. Et puis il y a toujours des gens qui en donnent. Donc voilà, c'est vraiment tout simple. Franchement, ça en 2 minutes c'est fait. Pour la digestion, c'est vraiment incroyable. Ensuite, la quatrième chose à consommer, c'est des produits laitiers fermentés. C'est préférable de les faire à base de lait cru. Ça aussi, je vous en ai parlé dans la vidéo d'hier, donc je vais aussi vous l'intégrer maintenant. Je vous mets les recettes des deux dans la barre de description et je vais aussi vous mettre le lien vers une recette de yaourt maison. Donc moi, de temps en temps, je fais aussi mes yaourts maison avec du lait cru. Donc je vais au marché le samedi matin et j'achète du lait cru. Et avec ça, je fais mes yaourts. Et avec la recette que je vais vous mettre dans la description, vous n'avez pas besoin de yaourtière. En fait, il n'y a vraiment rien de plus simple. Une fois que vous remplissez vos pots, vous les recouvrez d'un bonnet. Non mais vraiment, hein, pour que ça conserve la chaleur et puis vous laissez simplement prendre quelques heures et puis voilà, vous avez vos yaourts. Donc moi la première fois que j'ai essayé, j'y croyais pas et en fait c'est vraiment la meilleure recette que j'ai jamais faite, donc je vous la mets dans la barre de description. Je prends également des probiotiques, donc moi j'ai trouvé directement des probiotiques avec du collagène. Enfin, disons que c'est plutôt du collagène avec des probiotiques. Mais ça c'est vraiment, faut vraiment vous supplémenter en probiotiques si vous essayez vraiment d'améliorer votre système digestif. Collagène aussi c'est bien et je prends aussi de la glutamine. Encore quelques petits conseils juste comme ça. Il faut manger des graines de courge, des carottes crues, beaucoup de noix de coco sous toutes ses formes. Noix de coco râpée, l'huile de coco, l'huile de coco. Et puis moi je cuisine aussi beaucoup avec du beurre clarifié. Pour les huiles, privilégiez vraiment les huiles extra vierges, les utilisez plutôt à froid. Donc voilà, en gros ça c'est vraiment ce que j'applique en ce moment. Après le but c'est pas de faire ça à vie, mais en tout cas plusieurs semaines pour faire une sorte de reset en fait de la flore intestinale. Moi honnêtement j'aurais voulu le faire un peu plus longtemps après avec ma prep, comme je vous ai dit j'ai dû réintroduire un peu précipitamment bananes etc. Et puis ensuite, donc après plusieurs semaines, on peut vraiment réintroduire les aliments petit à petit, l'un après l'autre, avec un intervalle de 3 ou 4 jours à chaque fois qu'on réintroduit un aliment pour voir si on le supporte ou pas. Par exemple, moi, ma nutritionniste m'avait conseillé de réintroduire les dattes aussi. Et je remarque qu'en fait, je les supporte pas. Ça me donne mal au ventre. La même chose avec les noix de cajou d'ailleurs. Donc ça, je les ai à nouveau bannis, j'en mange plus. Parce que je sais que je les digère pas, je les supporte pas. Donc ça je vais attendre encore quelques semaines avant de refaire un essai. Cela dit, depuis j'ai réintroduit le café. Cette semaine j'ai réintroduit les pois chiches. Ça non plus, apparemment j'ai pas de problème à les digérer. Et puis vous avez vu, je suis aussi assez flexible. Je bois du coca, j'ai aucun souci, mais au contraire ça me fait du bien. Donc le coca zéro. Et puis les barres protéinées, bah vous savez que j'en mange et honnêtement je les digère super bien. Donc pourtant je sais que c'est de la merde, je vais pas vous mentir, je sais que c'est de la merde ce qu'il y a dedans. Mais du moment que je les digère bien, je vois pas pourquoi je devrais absolument les bannir. Après je vous avoue, le vrai protocole GAPS, il est bien plus drastique que ça. Il faut commencer avec une phase où on ne boit que du bouillon. Genre je crois qu'on mange même plus d'aliments solides au début. On boit que du bouillon. Ensuite on introduit vraiment petit à petit un petit bout de viande bouillie. Ensuite même pas les légumes au début parce qu'il y a trop de fibres je crois. Ensuite au début on ne mange pas de choucroute mais on boit le jus de la choucroute avant de réintroduire petit à petit la choucroute. Enfin bref,
c'est vraiment un truc, moi je voulais pas faire ça, c'est beaucoup trop drastique. En plus avec les entraînements que j'ai, après 2 jours je serais tombée dans les pommes tellement il y a plus de calories. Non enfin bref, ça, mais enfin juste pour vous dire que moi je prends les grands principes du GAPS que j'applique, mais j'applique pas le vrai protocole GAPS de A à Z. Parce qu'au total d'ailleurs le protocole GAPS ça va, il dure je crois 2 ans, quelque chose comme ça. Enfin, je suis aussi très à l'écoute de mon corps justement, donc je fais des essais. Par exemple les dates là je vois que je les supporte pas, donc j'en mange plus. Dès que je réintroduis quelque chose, j'essaye vraiment de regarder comment je me sens, est-ce que ça me donne mal au ventre. Si j'ai encore de temps en temps des ballonnements, j'essaye de voir, de faire attention à ce que j'ai mangé avant, est-ce que c'est quelque chose que j'ai mangé qui me donne mal au ventre, etc. Par exemple la semaine passée j'ai bu un Monster White et c'était une grosse erreur parce que j'ai eu mal au ventre pendant des heures après. Donc voilà, c'est drôle parce qu'un Monster White je le supporte absolument pas, quelque chose de gazeux avec des édulcorants. Par contre le Coca Zéro je le supporte parfaitement. Donc voilà, c'est vraiment, il faut vraiment essayer à voir ce qu'on supporte ou non. Mais depuis que je pratique le régime GAPS, honnêtement ça change ma vie. J'ai mal au ventre, j'ai encore de temps en temps mal au ventre, mais c'est très rare. Et si c'est le cas, c'est parce que je sais que j'ai été un peu trop flexible, dans le sens, voilà, j'ai bu un Monster, mais quand même, j'ai quasiment plus mal au ventre. Et une chose à laquelle je m'attendais pas forcément, c'est que j'ai beaucoup plus d'énergie. Le matin je me réveille, j'ai beaucoup moins la tête dans le cul, ou beaucoup moins longtemps, disons, je me réveille beaucoup plus vite. Il y a un moment où je me réveillais tous les jours super tôt, vraiment juste quand je faisais vraiment le régime GAPS à 100%, je me réveillais vraiment super tôt en fait, naturellement. Et j'étais pleine d'énergie, j'avais envie de faire plein de trucs, je suis beaucoup plus productive, je suis beaucoup plus concentrée. Donc honnêtement je vois vraiment que des avantages. Je suis aussi de meilleure humeur. Mais vraiment, ça c'est... en fait je suis un peu sur le cul parce que c'est vrai qu'avant, ouais, c'est pas que je suis souvent de mauvaise humeur, mais quand même. Voilà, depuis que je fais ce régime, je vois vraiment mon humeur, elle change, je vois les choses autrement. Donc voilà, j'ai à peu près fait le tour par rapport au régime GAPS. Je voulais encore juste partager avec vous quelques informations que j'ai découvertes en faisant mes recherches. C'est des informations que je trouve super intéressantes. Après, voilà. Vous me dites si vous trouvez ça intéressant ou pas. Moi je trouve que oui. Donc... il faut savoir, c'est des choses que je savais pas, hein, donc il faut savoir que quand on est totalement stérile. On n'a vraiment aucune bactérie sur nous. Dès les premières secondes de notre vie, les bactéries qui atteignent nos systèmes digestifs constituent notre flore intestinale et c'est la flore intestinale qui va nous suivre tout au long de notre vie. Et naturellement, les premières bactéries auxquelles on est exposé, ce sont les bactéries vaginales de notre mère. Seulement, les bébés qui naissent par exemple par césarienne, les premières bactéries auxquelles ils seront exposés, ce seront les bactéries environnementales, donc les bactéries de l'hôpital, du personnel soignant, etc. Et voilà, c'est pas vraiment ce que la nature avait prévu en fait. Et c'est la même chose d'ailleurs pour les prématurés. Les bébés qui naissent prématurément, leur système digestif n'est pas encore prêt à être exposé aux bactéries. Ça se fait maintenant de plus en plus, honnêtement je pense pas que ce soit très répandu, mais ça commence. Que les bébés qui sont nés par césarienne, en fait ce qu'ils font c'est qu'ils prennent des bactéries de la mère sur un coton ou un tampon, je sais pas exactement, et puis qu'ils les mettent directement sur le bébé qui vient de naître pour que voilà, pour qu'ils soient exposés aux bactéries de la maman en premier. Donc honnêtement je pense pas que ce soit encore très répandu, mais si vous devez accoucher par césarienne, au moins sachez que ça se fait. Vous pouvez en parler au médecin avant. Enfin moi c'est quelque chose que je ferais en fait. Si je suis obligée d'accoucher par césarienne, je demanderai à mon médecin de faire ça pour mon bébé, pour qu'il ait vraiment mes bactéries à moi et pas les bactéries de 4 autres personnes. Il faut aussi savoir que les bébés qui sont nourris ou lait maternel ont beaucoup moins de problèmes digestifs. Parce que bon voilà, c'est lait, vous savez bien, je pense que vous savez bien, c'est vraiment de la grosse merde. Et vraiment si vous allaitez votre enfant, ça va vraiment lui rendre service tout au long de sa vie. En fait là vraiment, comme je vous dis, la flore intestinale, elle se crée quand on est, mais elle se développe aussi durant les premières années de vie, notamment durant les 4 premiers mois si je me trompe pas. Et puis une autre chose que j'ai découvert, il y a de plus en plus de problèmes digestifs parce qu'on devient aussi de plus en plus propre. C'est-à-dire que on désinfecte tout, on stérilise tout, on n'a plus contact avec la terre, on n'a plus contact avec les bactéries extérieures, on se désinfecte toujours les mains, on lave tout, et puis en fait le système immunitaire n'est plus suffisamment sollicité. Donc il s'affaiblit en fait. Il y a aussi les antibiotiques qui butent en fait toutes les bactéries qu'on a dans l'estomac, les mauvaises, ce qui est le but, mais aussi les bonnes. Et on ne sait pas honnêtement si ça prend déjà des mois et des mois jusqu'à ce que la flore intestinale se refasse, et on ne sait pas si elle redevient vraiment comme elle l'était à l'origine.
Une fois qu'on a eu des antibiotiques, la flore intestinale sera à vie modifiée. Une des causes en fait de ces problèmes digestifs et de l'affaiblissement des systèmes immunitaires, c'est simplement qu'on est trop propre et on n'est plus suffisamment exposé à des microbes. En conséquence, ça déséquilibre le système immunitaire et ça le rend soit trop réactif, donc en fait il va s'attaquer aux microbes symbiotiques, donc aux bonnes bactéries, ou au contraire il va être trop permissif disons et il ne va plus combattre les agents pathogènes. Donc voilà, le fait que dans notre société occidentale où on se lave toujours les mains, on lave tout, on aseptise tout, on prend des antibiotiques etc, va complètement déséquilibrer notre système immunitaire qui va le rendre soit trop réactif soit trop permissif. Voilà, j'espère que c'était pas trop brouillon, j'espère que vous avez appris des choses et que vous avez compris plus ou moins ce que j'ai expliqué. Si vous souffrez de problèmes digestifs, honnêtement je vous encourage vraiment à faire vos propres recherches. Maintenant comme je vous dis, ça c'est vraiment mon expérience, c'est ce que moi je suis en train d'essayer, c'est ce que je suis en train d'appliquer. C'est pas pour autant que vous devez faire exactement la même chose, mais au moins avec les infos que je vous ai données vous pouvez vraiment faire vos propres recherches. Je vous encouragerai vraiment toujours à faire vos propres recherches et à consulter et à être suivi par des professionnels. J'espère en tout cas que ça aura peut-être pu vous aider d'une manière ou d'une autre et que vous comprenez vraiment maintenant que la réduction de mes glucides ce n'est absolument pas pour ma sèche, je le répète encore et toujours, mais c'est vraiment pour ma digestion. Voilà, donc je me rends compte que la vidéo est assez longue, donc là je suis en train de commencer la prochaine vidéo et je vais terminer cette vidéo ici, donc j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. On se voit dans la prochaine vidéo. I won't make it easy for you now.